j'ai vu tout à l'heure. Alexandrine, je sais pas si... Oui, Oui, donc je suis là, désolée. c'est bien Euh, correct. Donc je te laisse te présenter et puis débuter tranquillement. Certainement. Puis est-ce que je peux vous demander, là, je sais qu'on m'a donné là, l'accès pour le partage d'écran, mais si vous pouvez le faire de votre côté, comme on avait fait la semaine dernière, là, ça m'aiderait parce que il y a un petit problème avec mon partage d'écran ces temps-ci. Merci beaucoup. Donc, Alexandrine Gauvin, je suis criminologue et donc aujourd'hui, là, je vais faire une présentation sur la psychiatrie légale. Je n'ai aucun là, conflit d'intérêt en lien avec cette présentation-ci. Les principaux objectifs qu'on va regarder, là, parce que la psychiatrie légale est extrêmement large comme thématique, donc on va aller spécifier certaines spécificités là, de qu'est-ce qu'il y en a de la psychiatrie légale. Donc, on va se familiariser avec certains principes qui sont liés au Code civil du Québec. On va clarifier la notion là, de consentement, identifier les types de mise sous garde et comprendre là, les contextes, quelques contextes juridiques entourant des interventions et des mesures d'exception en psychiatrie. Comment on va fonctionner pour aujourd'hui? Là, on va faire le tout à travers une petite mise en situation. C'est un cas qui est déjà survenu là, à Pinel, mais qu'il y a énormément d'éléments que j'ai échangés, donc pour ne pas que la personne soit identifiée. Il faut savoir aussi qu'à Pinel, c'est du troisième ligne comme milieu hospitalier, donc ça fait en sorte que c'est très, très rare qu'on a des gardes en établissement. Là, on a eu un exemple, par contre. Donc, on parle d'un homme qui est célibataire, sans enfant, de 27 ans, qui aurait eu un diagnostic de schizophrénie et un trouble lié à l'utilisation de substances, là, spécialement aux amphétamines et au cannabis. Il serait suivi en psychiatrie là, depuis l'âge de 17 ans. Et au fil du temps, là, les principaux symptômes qui auraient été objectivés, on aurait parlé de méfiance, paranoïa, des hallucinations auditives mandatoires, des idées délirantes qui sont souvent relié à la mort. Là, par exemple, on est convaincu qu'on lui a tiré une balle dans la tête. Il est aussi connu là, pour plusieurs comportements auto-agressifs, donc il va se frapper la tête sur les murs, entre autres, et des comportements hétéro-agressifs, frapper, menacer, et ça là, en période d'instabilité sur le plan clinique. Donc, on parlerait ici d'un homme qui aurait été pris en charge en 2017 par Pinel en raison d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux pour des accusations d'agression armée, de menace de mort et d'omission de se conformer. Des événements qui seraient survenus là, dans un autre milieu hospitalier, dans un contexte paranoïde. Là. Donc, il est arrivé à Pinel depuis 2017. Il aurait été suivi pendant à peu près 5 ans sous TAC, donc sous la juridiction du tribunal administratif du Québec, en lien avec son verdict de NRC. Et il aurait été libéré inconditionnellement en 2022 contre avis médical. Par contre, Pinel aurait continué de le suivre quand il serait allé vers l'extérieur. Donc, il aurait intégré un foyer de groupe suite à la levée du mandat de la commission d'examen. Et quand il y a eu la levée du mandat, à ce moment-là, il y aurait eu une reprise de consommation de la personne, donc de l'homme de 27 ans, et il serait mis à prendre là, sa médication de manière un peu erratique. Donc, ce combo-là aurait fragilisé l'état mental et il aurait été réhospitalisé de manière volontaire là, en lien avec la fragilisation de son état mental. Et ça a vraiment. Euh, bref, c'est devenu vraiment problématique là, quand il est arrivé et qu'il a été hospitalisé. Beaucoup de comportements auto-agressifs, des idées délirantes qui étaient à l'avant-plan, très paranoïdes. Par contre, en étant hospitalisé, il a pu avoir là, la réintroduction d'une médication qui a amélioré son état. Donc, après 3 mois, monsieur a décidé, parce qu'il y avait une certaine amélioration de son état, de signer un refus de traitement, malgré que l'équipe clinique considérait que la personne nécessitait encore de recevoir des traitements. On peut aller à la prochaine. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que cet homme-là a pu signer un refus de traitement, même si l'équipe clinique voulait garder? Si on va parler ici de la notion de consentement aux soins qui fait partie là, du Code civil du Québec. Donc, c'est les articles 11 à 15, là, mais là, je vous ai mis un extrait de l'article 11 qui dit que nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examen, de prélèvement, de traitement ou de toute autre intervention, sauf disposition contraire à la loi. Le consentement n'est assujetti à aucune forme particulière et peut être évoqué à tout moment, même verbalement. Ça signifie qu'en lien avec les principes d'autonomie,
et différents principes là, qui sont inscrits dans les chartes, là, autant canadiennes que québécoises, des droits et libertés. On a le droit de refuser ou de prendre des soins, même si les équipes médicales pensent que ça peut être nécessaire. Il y a quelques exceptions. Là. En fait, si la vie de la personne est en danger et que son intégrité est menacée, le consentement, là, s'il ne peut pas être obtenu en temps utile, on n'a pas besoin du consentement. Là. On donne l'exemple de quelqu'un qui est dans le coma, pas capable de parler, besoin d'une transfusion de sang. On ne va pas attendre, on va lui donner la transfusion de sang. Et aussi, la personne peut consentir à partir de l'âge de 14 ans. Donc, le consentement, il y a certains critères qui doivent être respectés là, pour qu'il soit valide, donc pour qu'il soit libre et éclairé. Donc, libre, il doit être donné dans son plan gré et la personne ne doit pas se sentir contrainte, en fait, à pouvoir consentir. Éclairé, dans le sens qu'il doit être donné en pleine connaissance de cause. Donc, il faut qu'il y ait un processus de communication entre la personne et le soignant, donc le médecin, qui va nommer pourquoi il veut donner des soins. Et il faut aussi que la personne soit en état de comprendre qu'est-ce qui lui est indiqué. Il ne faut pas que son état d'aptitude à comprendre soit amenuisé par la maladie, par exemple. Donc, si on parle on peut accepter les soins de manière libre et éclairée, on peut aussi refuser les soins de manière libre et éclairée, tel que dans le cas de notre personne. Et c'est quoi les critères que la personne doit comprendre justement pour dire que c'est un consentement qui est valide? Il faut comprendre la nature de la maladie pour laquelle on lui donne le traitement, la nature et les buts de traitement, les risques et avantages d'un tel traitement, le risque de ne pas avoir le traitement. Et si tous ces critères sont remplis, là, la personne est apte à consentir. Et c'est comme je disais précédemment, là, la capacité de comprendre ne doit pas être affectée par la maladie. Donc, si on retourne à notre mise en situation, notre monsieur, à ce moment-là, l'état mental était encore fragile, mais il était en mesure de reconnaître et de dire qu'il était atteint d'une schizophrénie. Il affirmait qu'il connaissait certains bénéfices de la médication, il connaissait quelques risques extérieurs, mais que ceux-ci étaient faibles, puis qu'en lien avec l'encadrement qu'il y avait à la ressource, parce que lui, il voulait retourner à son foyer de groupe. Et il disait aussi comprendre que les symptômes psychotiques, comme la paranoïa, pouvaient être exacerbés s'il ne prenait pas la médication. Donc, malgré que la personne avait encore un état mental fragilisé puis que l'équipe médicale voulait que le monsieur demeure à l'hôpital pour poursuivre à l'optimisation de sa médication, il a signé un refus de traitement et il était apte à consentir et il a pu retourner à sa ressource. Donc, notre monsieur retourne à sa ressource, ben de bonne humeur après 3 mois d'hospitalisation, décide de se faire un petit party, se prend 5 comprimés d'amphétamine, un demi-40 d'alcool de fort, du cannabis. Le lendemain, il y avait un rendez-vous avec sa psychiatre, il le manque. Il n'a pas dormi de la nuit, il est en état de consommation, l'état mental a été fragilisé encore une fois. Il va se promener en ville et il est complètement désorganisé. Donc, il va rentrer dans des lieux publics, il va se mettre à crier qu'il est en danger, il dit qu'on veut lui faire du mal, qu'il va mourir, apeuré, paranoïde. Il y a aussi des comportements qu'on pourrait qualifier d'irresponsables et impulsifs. Entre autres, là, il va traverser le boulevard sans égard pour les voitures qui sont là, il va juste courir d'un bord puis de l'autre. Il va insulter puis menacer verbalement là, des passants aussi qui vont croiser. Et on va dire aussi qu'il n'est pas habillé conformément à la température. Donc, on est en plein hiver. Il est dans cet état-là, il est en pyjama, il n'a pas de souliers et c'est ce qui s'ensuit. Donc, il y a certaines personnes qui ont appelé la police, qui ont dit « Oui, il y a quelqu'un qui ne va pas très bien à l'extérieur ». Donc, la police est arrivée sur les lieux et ils ont appliqué ce qu'on pourrait appeler communément une P38. La P38 qui est le transport forcé à l'hôpital. Donc, on va discuter maintenant là, des différentes gardes possibles, qui est un peu comme dans un continuum. Là. Il y a certaines étapes, donc on va passer d'une à l'autre pour quand on veut traiter. Quand on veut là, hospitaliser quelqu'un contre son gré, là, je vais les détailler, ça ne sera pas bien long. Mais là, on va parler plus spécifiquement du transport forcé à l'hôpital, que c'est la loi P38 englobe l'entièreté des gardes, mais on va souvent qualifier la P38 du transport forcé. Donc, communément, des fois, on l'entend, mais c'est beaucoup plus large. Bon, on va aller à la prochaine. Donc, la P38, en fait, c'est la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Et la dangerosité fait dans ces cadres-là est à l'état mental d'une personne et au caractère dangereux et non pas à une maladie mentale précise.
de fait, c'est pas parce que tu as un diagnostic que tu es dangereux, puis c'est pas parce que tu n'as pas de diagnostic que tu n'es pas dangereux. Dans le cadre, par exemple, de notre personne qui était là, lui, l'état de consommation a exacerbé les comportements. C'est sûr qu'il y avait aussi les diagnostics, là, puis l'état mental là, qui était déjà fragile. Mais en bref, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas nécessairement un diagnostic qui fait en sorte qu'on va appliquer cette loi-là. Par exemple, là, dans les cas où est-ce qu'on peut appliquer le transport forcé à l'hôpital, on va parler de manifestations suicidaires, des gestes ou des menaces d'agression, des escalades de comportements agressifs, une absence d'autocritique face à un danger potentiel de l'automutilation. Et la P38, qu'est-ce que c'est? C'est une loi d'exception, comme je disais, qui permet le transport forcé et qu'on n'a pas besoin à ce moment-là d'avoir une autorisation du tribunal. Ça va permettre d'amener la personne à l'hôpital et qu'elle soit vue par un médecin qui, lui, pourra décider s'il y a une application d'une mise sous garde, donc débuter avec une mise sous garde préventive. Et c'est ça, la dangerosité, c'est le seul critère d'application de cette loi. Et gardez en tête aussi que la personne demeure titulaire de tous ses autres droits malgré l'application de cette loi-là. Ça, c'est l'article de loi, là, mais ça résume un peu ce que je viens de dire, mais avec un extrait de l'article. Sauf que ce qu'on ajoute ici, c'est que les policiers ont le droit d'apporter la personne à l'hôpital. Par contre, il faut qu'il y ait la présence d'un service d'aide en situation de crise, donc un intervenant de ce service-là qui puisse faire une évaluation de la personne pour voir s'il y a lieu d'être de l'apporter à l'hôpital ou pas. Toutefois, si on n'est pas en mesure d'avoir un intervenant de ce service d'aide en situation de crise-là pour venir en soutien au policier. Le policier peut tout de même apporter la personne à l'hôpital s'il y a des motifs sérieux de le croire, que la personne représente un danger. Et c'est ça, il faut prendre en considération que ces services d'aide-là, je donne des exemples, mettons, il y a l'UPS ou il y a ESUP qui vont pouvoir être présents, mais il faut savoir que partout dans les régions du Québec, ces services-là ne sont pas toujours disponibles non plus, ce qui va faire en sorte que ça va être davantage les policiers qui vont appliquer la mesure sans l'aide nécessairement du service d'aide. Donc, pour clarifier, qu'est-ce qu'il y en est du service d'aide en situation de crise? En fait, c'est vraiment un service qui est destiné à intervenir dans les situations de crise en lien avec les plans d'organisation du service de santé mentale prévus par la L4S. Et son rôle, parce que ce n'est pas tout nécessairement les policiers qu'on considère formés à l'effet, ça va être vraiment de venir estimer le danger. Le policier, il est formé, mais il y en a qui sont moins formés en santé mentale, c'est pour ça qu'ils mettent des services d'aide pour venir en soutien. Mais bref, ils vont estimer le danger et ils vont pouvoir procéder à l'intervention auprès des personnes directement, mais tout en essayant d'obtenir le consentement de la personne, parce qu'on ne peut pas dire qu'on va utiliser le transport forcé, mais l'idée, c'est d'aller le moins possible à l'encontre des droits de la personne et d'obtenir le consentement de celle-ci. Donc, la personne, l'intervenant du service d'aide, lui, ce qu'il va faire quand il va arriver sur les lieux, quand il y a une crise, il va se poser 2 questions spécifiques. Est-ce que la personne présente un danger grave et immédiat? Si oui, là, il y a lieu de l'amener à l'hôpital. Est-ce que le danger est grave ou pas immédiat? Ou est-ce que, selon la loi, le danger n'est pas considéré comme grave ou il y a simplement absence de danger? Et est-ce que la personne collabore? Si la personne collabore à ce moment-là, il peut être amené à l'hôpital pour contre son gré, recevoir les soins nécessaires. Donc, si on revient à notre petite mise en situation de notre monsieur, les principaux, si on se met en contexte, là, il y a l'intervention, les policiers sont appelés, il y a, par exemple, un intervenant du PS qui est présent, et là, les éléments qui vont être objectivés par l'intervenant, c'est que la personne court sur le boulevard sans égard pour les voitures, il est en pyjama, il n'y a pas de souliers, on est en plein hiver, donc absence d'autocritique face à un danger potentiel, il peut lui se mettre à risque. Et l'autre élément aussi qui aurait pu être retenu, c'est qu'il insulte et menace verbalement là, les passants. Donc, il y a des gestes ou menaces, donc d'agression qui pourraient compromettre la sécurité d'autrui. Donc, application de la P38, amène à l'hôpital et il y a une mise en garde préventive en raison justement du danger grave et immédiat pour lui-même et pour autrui. Donc, qu'est-ce que la garde préventive? En fait, c'est l'idée d'hospitaliser quelqu'un contre son gré. N'importe quel médecin qui exerce dans un hôpital peut débuter une garde préventive et maintenant, là, depuis mars 2020, donc ça fait quand même 3 ans, qu'il y a eu le projet de loi C-43 et aussi les infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale peuvent décider également d'une mise sous garde préventive. Et le médecin va s'y faire quand il y a un motif là, de croire
le danger pour la personne. Elle va s'appliquer malgré l'absence de consentement, l'absence d'autorisation du tribunal et une absence d'évaluation psychiatrique préalable. Elle va prendre fin, la garde préventive, si le médecin est d'avis que la personne ne présente plus un danger grave et immédiat. Après 72 heures, donc la garde préventive a un délai maximal de 72 heures et que celle-ci n'aura pas été prolongée de manière à prolonger la garde de manière provisoire pour procéder à 2 évaluations psychiatriques et si la personne consent à recevoir les soins. On peut changer. Merci beaucoup. Donc, si on revient à notre mise en situation, notre monsieur est hospitalisé, il est mis en garde préventive sur l'unité de soins, il insulte les patients, les membres du personnel. Il se met en danger aussi parce qu'il provoque les autres patients. Il y a des propos qui semblent paranoïdes, méfiants. Il va dire, par exemple, qu'il y a un complot qui est tourdi contre lui, que les Hells Angels sont à sa poursuite. Il y a des comportements auto-agressifs qui vont nécessiter plusieurs codes blancs. Donc, il va se cogner de manière persistante la tête sur les murs, va frapper dans sa porte, lancer des objets. On le voit soliloquer, il y a une grande anxiété qui est là, donc il va avoir la demande d'une garde provisoire. La garde provisoire, en fait, ça permet de garder la personne à l'hôpital pour lui faire subir 2 évaluations psychiatriques, et ça, malgré l'absence de consentement. Je mets évaluation psychiatrique avec les S entre parenthèses parce que si une première évaluation psychiatrique est faite, est produite et que ça ne conclut pas la nécessité de garder la personne sous garde, bien, la deuxième évaluation n'aura pas lieu. Là. Donc, cette garde-là provisoire, par contre, là, il va falloir aller faire une demande à la Cour du Québec. Ça va être sous ordonnance du tribunal qu'on va pouvoir forcer la personne à avoir ses évaluations psychiatriques. Et la demande va être faite là, du médecin ou d'un tiers qui est intéressé. Donc, les motifs, c'est que la personne, là, est-ce qu'on peut reculer, s'il te plaît? Merci. C'est ça, la personne refuse de se soumettre à un examen psychiatrique. Bon, qu'il y a des motifs sérieux de croire. Il y a toujours l'idée qu'il y a un danger pour soi-même ou pour autrui. Et elle est de maximum, le délai là, pour faire les évaluations, de maximum de 96 heures à partir de l'ordonnance de la Cour. Par contre, si la personne est en garde préventive, c'est un délai de 48 heures et le premier évaluation psychiatrique doit être faite dans un délai de 24 heures. Donc, même si c'est 24 heures et 30 minutes, 24 heures et 25 heures, la garde n'est plus valide là, parce que c'est vraiment un délai de 24 heures le premier examen, 48 heures par la suite. Là, au total. Là. Donc, c'est ce que je viens de dire, les 48 heures. Donc, j'ai un peu le processus, c'est ce que je viens d'expliquer brièvement, là, et elle va prendre fin si, bon, il y a une conclusion que la garde n'est pas nécessaire, que l'expiration du délai légal, c'est un peu comme, tout juste de nommer, là, si ça fait 25 heures et que l'évaluation psychiatrique n'est pas produite, légalement, tu n'as pas le droit là, de garder la personne. Il y a un défaut de production de rapport, donc la personne consent justement à recevoir les soins. Et le tribunal peut aussi refuser qu'il y a une garde autorisée ou une garde en établissement, qu'on va expliquer dans pas très longtemps. Donc, si on revient à notre mise en situation, donc dans ce cadre-là, notre monsieur, il y a eu les 2 évaluations psychiatriques. Le topo qu'on avait là, pendant la garde préventive, il n'a pas changé. Donc, on a les mêmes comportements qui persistent. Il y a donc une demande de garde autorisée, une garde en établissement. J'ai mis comme ça parce que les deux sont souvent utilisés comme des synonymes. Là. Voilà. Nous pouvons procéder à la prochaine diapositive. Non? Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Nous, on a... On m'entend plus. Alexandrine, on t'entend. Oui, je pense que ça a peut-être bugué, hein, ça se peut-tu? Oui, c'est ça, fait qu'on va revenir en arrière. Là, je pense qu'on a sauté 2. Oh. Dis-nous quand c'est correct, tu es sur garde autorisée, garde en établissement. Est-ce que vous m'entendez encore bien? Oui, on vous entend bien. OK, parce que je pense qu'il y a un petit bug de mon côté. Là, j'ai plus rien qui bougeait, puis je ne vous entendais plus. OK, pardonnez-moi pour ça. Donc, qu'est-ce que la garde autorisée? C'est l'idée de mettre une personne sous garde à l'hôpital contre son gré pour une durée maintenant qui est déterminée, qui va être déterminée par le juge. Donc, c'est le juge qui va fixer la durée, donc sous ordonnance de la Cour du Québec, et qu'il y a des motifs sérieux de croire là, que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire. Puis,
dans ce cadre-là, là, donc la garde autorisée, il y a quand même si c'est fixé par le juge, il y a quand même des durées qui vont être déterminées et il y a des évaluations psychiatriques aussi qui doivent être produites là, après la première fois, après un 21 jours, puis après ça devrait être dans un délai de 3 mois, dépendamment de la longueur de la garde qui a été autorisée. Donc, il va quand même y avoir, là, la personne va quand même soumettre des examens psychiatriques de manière périodique pour vérifier si la garde est toujours nécessaire. La personne conserve ses droits aussi. Il faut garder en tête que même si la personne est à l'hôpital, qu'on la garde contre son gré en lien avec ces articles de loi-là, on ne peut pas traiter la personne contre son gré. Donc, on ne peut pas lui administrer une médication si elle ne veut pas recevoir cette médication-là. En fait, il faudrait aller davantage demander une autorisation de soins si on pense que la personne nécessite des médicaments et qu'elle les refuse. Thématique qu'on pourrait discuter ultérieurement. Et cette garde-là va prendre fin, en fait, si on conclut qu'elle n'est plus justifiée, qu'il y a une expiration des délais là, fixés dans le jugement, qu'il y a une décision du tribunal administratif du Québec ou d'un tribunal judiciaire qui est connexe et qui conclut que la personne doit demeurer à l'hôpital et défaut de production d'un rapport psychiatrique dans les délais et ou que la personne consente être hospitalisée. Donc, il y a quand même certaines similarités là, tout au long. Et le dernier, là, le tableau, en fait, c'est que je vous ai mis la différence, là, les mesures, motifs, durée, garde provisoire, garde autorisée sous forme de tableau. Là, c'est vraiment pour consultation, mais c'est tout ce que je viens de dire là, précédemment. Donc, voilà, merci. Désolée pour le petit bug. Est-ce qu'il y a des questions? Commentaires, affirmations. Merci beaucoup, Alexandrine, pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions des partenaires ou des membres du hub? Sinon, merci de m'avoir écouté.